Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et bonjour à tous dans Les Vraies Voix. On va tout de suite enchaîner avec Les Vraies Voix. Mais d'abord, il y a eu un petit accident sur le Tour de France. On l'a entendu, voilà. Et puis, vous avez compris, c'est l'œil du Tour de France avec Vincent Barthaud. C'est parti. Sud Radio fait son Tour de France en direct. 11e étape du Tour de France, et effectivement, pardonnez-moi, mais il y a tellement de choses que des mots sortent. 156 km 800 autour de Toulouse et de cette terrible côte de Pêche-David, censée faire le ménage à 8 km de l'arrivée. C'est ce qu'il s'est passé. Vincent Barthaud, il y a plein de choses à raconter. Premièrement, nous sommes dans le final avec deux échappés, Schmid et Abrahamsen. Ça va à la victoire ou pas pour vous ? Oui, je pense que ça va aller à la victoire. Il y a Mathieu Van Der Poel qui est à quelques 10 secondes, mais on est encore tout simplement à 1,2 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête, et je pense que ça sera difficile pour Mathieu Van Der Poel d'opérer la jonction. Donc alors, on va rappeler qu'il y a eu un premier groupe de tête, Ballerini, Burgodo, Schmid, Abrahamsen, Wright. Et deux de ces 5 hommes se sont extirpés, vous venez de nous en parler. Derrière, il y avait une contre-attaque, Van Aert, Van Der Poel, Delis, Simons et le français Axel Laurence. Et Van Der Poel s'est extirpé. Donc on est à 2-1. Mais derrière, et c'est pour ça que j'ai fait quand même une boulette à l'antenne, vous m'avez entendu dire un gros mot, c'est que le champion du monde, 2e du classement général, Tadej Pogačar, est tombé. Que s'est-il passé, Vincent Barthaud ? Alors écoutez, on a vu très brièvement la chute de Pogačar. Il a dû vouloir se ravitailler un tout petit peu. Il s'est pris les mains dans le guidon. Il est tombé tout seul. Alors à 4 km de l'arrivée, il a eu du mal à remettre sa chaîne. Donc on pense qu'il peut le perdre un petit peu de temps. On va le savoir par la suite. Mais là, je vais vite revenir au direct puisqu'on est pratiquement à 500 mètres de l'arrivée. Il y a les deux hommes, Johan Abrahamsen, le Norvégien, Unox Mobili, 29 ans, qui est en train de lancer le sprint à ses côtés. Mauro Schmid de la Yauko Lula, le Suisse, qui est en train de prendre le meilleur sur le coureur norvégien. Alors qu'il y a un spectateur sur la route, c'est incroyable, qui a voulu faire tomber les coureurs. Les deux premiers, Van Der Poel finit 3e et on a la victoire. Alors je suis un petit peu confus avec la personne, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, qui a voulu traverser la route. C'est incroyable. Mais je pense que c'est Mauro Schmid qui succède à Marc Hirschi, le Suisse, qui avait gagné en 2020 à Saran. On va en savoir un petit peu plus. Je pense que c'est Jonas Abrahamsen qui est passé devant, mais ça fait 2 fois qu'on voit cette personne. C'est incroyable. On l'avait déjà vu avec son drapeau, il y a une revendication. Et a priori, il ne fait pas tomber les coureurs, mais il court à côté avec son drapeau. Oui, il a couru à côté des deux hommes de tête. Oui, c'est incroyable. Abrahamsen, on peut signaler que c'est sa première victoire sur le Tour. Il avait fini 2e l'an dernier derrière le petit Vauclin. Donc c'est une belle chose pour lui. C'est un coureur qui avait gagné 2e à travers les Flandres. Et il y a une particularité aussi, c'est qu'il a eu une clavicule de cassé il y a 2 semaines avant le Tour de France. Et voilà, ça lui a permis quand même de faire le Tour. Félicitations à lui. Bon, voilà. Donc victoire de Mauro Schmid. Mauro Schmid, vous me dites Abrahamsen. Non, pardon, c'est moi, je dis victoire de Jonas. C'est Jonas Abrahamsen devant Mauro Schmid. 3e place pour Mathieu Van Der Poel. Et puis les contre-attaquants sont arrivés avec Arnaud Delis et Wout van Aert. Alors, des nouvelles du maillot jaune, a priori, Vincent, est-ce que vous en avez ? Il est revenu dans le groupe avec Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. C'est-à-dire que les 3 gros leaders sont ensemble, on est d'accord ? Alors normalement, j'ai pas trop d'infos sur ça, mais je pense qu'il a dû réussir à rentrer dans les voitures, effectivement. Il faut savoir que le règlement, c'est que si vous chutez dans les 5 derniers kilomètres, moi je pense que même dans les 5 derniers kilomètres, dans le même temps du premier, donc il n'y a pas d'affolement du côté de Pogačar. Bon, alors voilà, c'est fait. Et confirmation, Jonas Abrahamsen qui s'impose. Merci pour tout, Vincent Barthaud. On reviendra bien sûr, Judith, tout à l'heure avec Pascal Chanteur. Suspense. Oui, c'était magnifique à Toulouse. Magnifique. Et sans gros mots. Merci beaucoup, Vincent Barthaud. Au revoir. Les Vraies Voix de Sud Radio, c'est parti. Les Vraies Voix Sud Radio. Eh bien, bonjour et bienvenue. Heureuse de vous retrouver sur Sud Radio. Alors, comment on se porte aujourd'hui, cher co-animateur, surtout quand on dit des bêtises en direct. Eh bien, chère co-animatrice, cher co-auditeur, bonjour. C'est l'été, la France va bien, paraît-il, et nous allons passer un bon moment. Eh ben voilà, c'est une bonne chose. Chaque jour de 17h à 19h, les vraies voix de l'été font vibrer Sud Radio. 2 heures de débat sans filtre où politiques, experts et citoyens confrontent leurs idées sans détour. Liberté de ton et opinion cash, c'est la promesse du Parlons Vrai. Cette émission s'appuie sur 2 rendez-vous iconiques. Judith vous en révèle les enjeux. Le grand
Grand débat à 17h30 alors que la croissance française reste poussive. Le gouvernement de François Bayrou dévoile un plan de redressement budgétaire aussi ambitieux que polémique. L'objectif, ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026 contre 5,8% aujourd'hui en réalisant 40 milliards d'euros d'économies. Pour y parvenir, l'exécutif mise sur un cocktail délicat, baisse des dépenses publiques, effort demandé aux foyers, coup de pouce aux entreprises. Entre suppression de jours fériés, réforme des aides sociales, taxation des colis, réduction des effectifs dans la fonction publique, les mesures s'annoncent sensibles. Le pari du Premier ministre, allier rigueur budgétaire et relance économique. Mais l'équilibre est fragile et une question demeure. La croissance déjà sous tension tiendra-t-elle le choc ? Ça fait des années que les dirigeants alertent. Les caisses de l'État se vident. Nous devons faire un effort. Mais pourquoi au juste ? Pour des services publics plus performants, ça fait des années qu'ils se dégradent. Et si le problème venait de la manière dont les gouvernements gèrent ? D'où cette consultation qu'on vous propose sur le compte X de Sud Radio. Économie budgétaire. Faut-il gérer l'État comme une entreprise ? Donnez-nous votre point de vue sur cette question de fond, finalement. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler aussi évidemment. Et puis notre coup de projecteur à 18h40. On continue sur cette proposition de budget 2026 d'un point de vue plus politique. Olivier Faure estime que la seule issue possible est la censure et critique une détérioration constante de la situation au cours des 8 dernières années qu'il attribue aux avantages fiscaux accordés sous Emmanuel Macron. Les revendications fermes de l'opposition, notamment du RN, de LFI et du PS, compliquent considérablement la tâche du Premier ministre. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, tempère toutefois en précisant que les lignes directrices présentée par François Bayrou reste flexible et qu'il subsiste des possibilités de dialogue pour modifier le budget. Il souligne également que la dette élevée de la France, conséquence de 50 années de déficit budgétaire, restreint les marges de manœuvre des politiques publiques. Ça promet une session d'automne musclée à la rentrée des parlementaires. L'Assemblée nationale votera-t-elle la censure du gouvernement ? Et vous, les auditeurs de Sud Radio, que feriez-vous à la place des députés ? Répondez à la question sur le compte X, comme le veulent les oppositions. Faut-il censurer François Bayrou ? Oui ou non ? À vous de jouer. Oui. Alors, évidemment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Oui, j'ai dit oui. C'est-à-dire que vous vouliez censurer ? Non, pas du tout. Oh, d'accord, oui, c'est ça. C'est bien ce que je dis. Oui, d'accord. Par contre, vous, les auditeurs, vous avez le droit de voter, évidemment, puis de nous appeler au 0826 300 300 pour intervenir sur les sujets dont on vient de vous parler ou autre chose. D'ailleurs, Sud Radio, c'est votre radio. Allez, nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, une de nos valeurs sûres des vraies voix, n'est-ce pas ? Bien joué le jeu de mots. Pas mal. Mais c'est vrai que finalement, vous étiez la petite dernière l'année dernière, mais là, ça y est. Ça y est, habitué presque. Alors moi, j'ai un petit dernier, mais alors un petit dernier avec un petit package, quoi, on va dire. Grand premier, même. Ah bah oui, il est PDG de InVivo et le président du CAB Brive. Oui, ça ce club légendaire du rugby qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, d'ailleurs. Attention. Il s'appelle Thierry Blandinière, première. Bienvenue Thierry. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci. Eh bien, nous allons rejoindre le 0826 300 300 et accueillir notre auditeur du jour, Laurent, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Judith et bonjour à tout le plateau. Et ça fait plaisir. Moi, je m'appelle tout le plateau, c'est voilà, ça. C'est ça. Mais vous n'êtes pas blonde, Frédéric. Voilà. Salut Laurent. Alors Laurent, vous êtes. Alors déjà, vous allez rester avec nous évidemment tout le long de cette émission, comme tous nos auditeurs fil rouge qui peuvent nous appeler au 0826 300 300. Vous avez un petit coup de gueule à passer quand même. C'est la baisse du taux du livret A qui va passer à 1,7% au 1er août. Et oui, parce que la baisse des taux des livrets A et même du LEP ou du livret de développement durable, c'est vraiment anormal parce que ça s'adresse à qui ces livrets A ? Eh bien, ça s'adresse aux gens modestes comme moi, aux petits épargnants. Donc, on s'en sert comme des comptes courants, mais des comptes courants qui rapportent. Alors, on met un coup 500 €, on les retire un mois après, on met 1500 € et ainsi de suite, quand il y a des rentrées d'argent. Mais ce livret permet de ne pas laisser l'argent sur son compte courant et d'avoir un petit rapport. C'est rien du tout, de 3% ou 2%. Donc là, le gouverneur de la Banque de France ou l'INSEE ou Éric Lombard, le ministère de l'économie, qui veut que nous n'en fassions pas d'économie, donc nous assassine un peu, quoi. C'est vraiment mesquin, quoi. C'est parce que le livret A s'adresse vraiment aux gens modestes. Bon, effectivement, c'est très très important, Laurent, de souligner cette annonce de 2,4 à 1,7. Thierry Blandinière, le chef d'entreprise que vous êtes, en pensez quoi ? Bon, d'abord, je crois que c'est technique. Je pense que c'est un ajustement technique par rapport effectivement à la baisse de l'inflation. Donc, je ne sais pas s'il y a un décalage possible.
Toujours est-il que c'est un peu maladroit pour moi de le faire maintenant. Je pense qu'il aurait fallu globaliser tout ça avec le budget pour remettre en perspective. Donc certes, il y aura des taux d'intérêt qui vont baisser, mais il faut les mettre en perspective avec les économies qu'on demande maintenant de réaliser à l'ensemble des Français. Faute de com, donc déjà, un peu. Quoi. Ouais. Voilà. Mais ce qu'on entend dans la bouche de Laurent, finalement, Anne-Lorraine, c'est quand même que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Quoi. C'est exactement le sujet de cette économie budgétaire prévue par notre Premier ministre. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est toujours ceux qui essaient difficilement de mettre de côté qui vont encore être pénalisés. Donc la question, c'est ça. On parlait de choc sur la croissance. Typiquement, s'attaquer au livret A, ça va aussi limiter l'épargne des plus moyens et donc forcément un peu limiter la croissance de fait. Donc je pense que ça va être un peu le sujet tout autour de ça et la censure en fait partie. Ça va être... À mon avis, ça va être cette partie-là de la France qui va, à mon avis, s'agacer un peu plus fort. Alors, merci pour ce sujet, Laurent. Vous restez avec nous. En fait, le sujet de Laurent nous lance sur toute l'émission. Quelle introduction. Allez, 0826 300 300, la charmante Aude vous attend au standard de Sud Radio. Et puis, dans un instant, c'est les 3 mots de l'actu et plein d'autres choses qui se passent. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h17 dans les vraies voix de l'été, ce sont les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: rigueur, frappe et industriel. Emmanuel Macron salue la vertu du courage, l'audace et la lucidité du plan budgétaire de François Bayrou. N'en jetez plus, la musique n'est pas tout à fait la même dans les oppositions. Israël frappe la Syrie et notamment le quartier général de l'armée à Damas riposte aux violences entre communautés, notamment contre les Druzes en Syrie. Et puis la disparition d'un industriel. Il voulait qu'on le présente comme ça quand il venait ici même dans les vraies voix sur Sud Radio. Loïc Le Floch-Prigent, ancien grand patron de plusieurs fleurons tricolores, vient de s'éteindre à 81 ans. Les vraies voix Sud Radio. De la vertu, du courage, de l'audace, de la lucidité, selon le président Macron, un plan de rigueur inacceptable pour les oppositions. Le spectre de la censure revient au lendemain des annonces budgétaires de François Bayrou. Menace brandie par exemple par Julien Audoul, porte-parole du RN et député de Lyon. François Bayrou s'est assis sur la catapulte et visiblement il a envie de couper la corde. Voilà, je pense que M. Bayrou veut quitter son poste à Matignon, il veut être censuré et tout ce qu'il a dit hier, toutes les provocations qu'il a pu annoncer, effectivement, si elles restaient en l'état, vont nous inciter à censurer parce qu'elles sont inacceptables. Julien Audoul du RN avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Alors rien ne trouve grave grâce à ses yeux. Par exemple, la suppression de 2 jours fériés, 8 mai et lundi de Pâques. Une atteinte à notre mémoire nationale. Ni le gel des dépenses sociales et cette fameuse année blanche. Totalement ahurissante. Pas plus que cette contribution solidaire réclamée aux plus aisés. Un État obèse. Allez, un petit mot sur l'effort demandé aux malades pour économiser sur la sécurité sociale. Cette punition, cette spoliation, c'est insupportable. Voilà, avec tout ça, heureusement que François Bayrou a eu droit à son petit mot gentil du président de la République, donc ce matin au Conseil des ministres. Il s'est fait plaisir, le Félix. 17h30, 18h40. On va en reparler 2 fois aujourd'hui, évidemment, de ce budget et de cette possible censure. Votre deuxième mot, Félix: frappe. Israël a bombardé la Syrie. L'armée israélienne frappe l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Le ministre israélien de la Défense avertit que son pays va porter, je cite, des coups douloureux après les violences qui ont éclaté dans la région à majorité druze de Souaïda. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exhorte justement les Druzes israéliens à ne pas franchir la frontière avec la Syrie. Damas a envoyé en tout cas des forces gouvernementales dans le sud du pays pour mettre fin à ces affrontements. De son côté, la France appelle à l'arrêt immédiat des affrontements. Elle invite l'ensemble des acteurs, je cite, à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des civils, rétablir le calme, promouvoir la paix entre l'ensemble des composantes de la société syrienne. Donc la paix notamment entre les Druzes et les autres communautés de la région, avec donc ces frappes ces dernières heures, ces frappes israéliennes sur Damas et sur la Syrie. Troisième mot, industriel. Loïc Le Floch-Prigent nous quitte à l'âge de 81 ans. Ancien grand patron de GDF, de la SNCF ou encore d'Elf, où il avait eu des ennuis judiciaires. Loïc Le Floch-Prigent avait dirigé de grands fleurons, souvent publics. Alors c'est peu dire que les dossiers industriels et leur connexion avec le monde politique n'avaient presque aucun secret pour lui. Un
industriel. C'est comme ça qu'il voulait qu'on le présente à l'antenne quand il venait ici, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Entre autres choses, il était incollable, par exemple, sur l'histoire de l'énergie nucléaire et de son développement en France. Nous avons commencé par prendre les centrales Westinghouse américaines et que nous avons francisées. Enfin, disons que l'idée d'utiliser la fission pour nucléaire qui conduisait aux bombes pour en faire un instrument civil est une idée qui n'est pas neuve. Disons que la physique nucléaire est par contre une grande spécificité française sur laquelle nous avons énormément eu de prix Nobel, dont les Curie. Nous avons eu quand même 3 prix Nobel bien connus de tous les Français, j'espère, et qui sont dans les livres d'histoire, j'espère, et qui ont fait la physique nucléaire. Loïc Le Floch-Prigent, il y a quelques mois dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Loïc atteint d'un cancer qui vient de nous quitter donc à l'âge de 81 ans, annonce son épouse. Jusqu'au bout, écrit-elle dans un communiqué à l'AFP, jusqu'au bout, le grand capitaine d'industrie qu'il était se sera battu, aussi bien pour ses entreprises que pour la défense, dit-elle, de l'industrie française. Thierry Blandinière, vous êtes un chef d'entreprise aussi. Il incarnait quelque chose de fort en tant que grand patron. Il a incarné une dimension internationale de la France. Et l'image de la France à l'international, c'est essentiel aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on est. Et donc, quelque part, c'est une grande figure de l'industrie française et internationale qui s'en va. Et donc, c'est une triste nouvelle que je viens d'apprendre. Oui. Anne-Lorraine Rousseau, quelqu'un qui avait, notamment dans l'affaire Elf, eu affaire à des accusations, à des condamnations. Quelqu'un qui a accompagné notre actualité pendant des années. Oui, toujours ces mêmes accusations. Après, voilà, quel intérêt de revenir cracher sur sa tombe, j'ai envie de dire. Il s'avère qu'il a quand même permis à beaucoup de personnes de travailler. Il a quand même défendu l'industrie française. Voilà, moi je préfère plutôt retenir ce qu'il a fait de bien. C'est important parce que dans la presse, tous les titres... Moi ça m'a choqué, j'avoue, ce matin, tout à l'heure. Oui, c'est un petit peu partout sur alors le site du Parisien. C'est titré Affaire Elf, la mort de Loïc Le Floch-Prigent, et j'ai trouvé ça un peu grossier. Bon, d'ailleurs, on remarquera quel genre de médias ont titré de cette manière. Mais voilà, c'est certes une information importante, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier quand même ce que cet homme a fait dans sa vie. Et il n'a pas fait que ça. Oui, ne pas réduire à sa carrière à cette affaire. Alors, comme nous avons le président quand même du CEAT Brive sur le plateau, il était logique de parler un peu de rugby, n'est-ce pas, Félix Mathieu? Donc un petit mot quand même sur Antoine Dupont. Allez, au passage, le demi de mêlée du 15 de France et du Stade Toulousain espère un retour à la compétition seulement vers la fin novembre, après sa rupture du ligament croisé au genou droit, c'était en mars dernier. Et il estime auprès du journal L'Équipe que ce serait pas raisonnable de revenir plus tôt que ça. Novembre, il l'a dit, depuis le Japon. Thierry Blandinière, il faut attendre. Il a déjà été raisonnable. Non, mais c'est un casse-tête pour les rugbymen dont le calendrier est de plus en plus ample et de plus en plus de blessures aussi. En même temps, l'effectif est beaucoup plus grand dans les clubs. Donc, quelque part, il y a 2-3 équipes au Stade Toulousain. Ils ont été champions de France sans Antoine Dupont. Donc, quelque part, le budget contribue aussi à faire jouer plus souvent plus de joueurs, plus de jeunes joueurs, donner plus de chance aussi aux jeunes. Donc, je crois que le championnat top 14 est bien fait, Pro D2 aussi, pour justement valoriser le rugby français. Et Antoine Dupont est une des figures, et la figure aujourd'hui, il faut le dire, du rugby français. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de joueurs derrière. Et donc, il faut aussi leur donner la liberté de s'exprimer sur le terrain, et c'est aussi l'occasion de nombre de matchs fait que finalement on verra de plus en plus de très bons joueurs. Le CAB Brive, Judith, comme vous le savez, est en Pro D2. Oui, tout à fait. Voilà. Et la question à Thierry, c'est l'objectif, c'est la montée dans le top 14 l'année prochaine. C'est ça ? C'était obligatoire. Alors, comme question. On a raté la marche cette année, et bravo à Montauban. Donc je félicite Montauban. Voilà, on a raté la marche, donc on est un peu vexé, il faut quand même le dire, à Brive. Donc on va vraiment tout mettre ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur pour repartir avec une belle saison devant nous. Bon. Eh bien, on aime le rugby sur Sud Radio. Et vous, Anne-Lorraine Rousseau, est-ce que vous aimez le rugby? Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis très fans de rugby. Donc peut-être malgré moi, j'ai suivi le rugby. Et maintenant, je le suis, c'est quand même beaucoup plus marrant. Au début, c'est un peu lourd. Et après, voilà. Le foot, j'y suis pas encore. Je repose ma question. Est-ce que vous comprenez les règles? Ça va. J'y ai joué un peu aussi. J'ai fait 2 ans de rugby. J'en étais pas la mêlée. Typiquement, je comprends pas encore tout ce qui s'y passe. Mais vous avez joué dans un club? Non, j'ai joué avec mon université. C'était très limité. Mais j'ai compris quelques... rugby féminin qui se
développe en université avec des grandes équipes aujourd'hui, une belle équipe de France. Donc le rugby est aussi féminin, il faut le rappeler. Qui a longtemps été porté par Marie-Alicia Hay, notamment ancienne capitaine de l'équipe de France, qui aujourd'hui est consultante avertie chez nos amis de Canal+. Voilà. Tout à fait. Eh bien, c'était un échange bien intéressant. Merci Félix Mathieu. Ce fut un plaisir. Et voilà. C'est toujours avec vous, toujours. Tous les jours. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Face à une croissance en berne, le gouvernement Bayrou lance un plan de rigueur de 40 milliards d'euros pour amener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026. Réduction de la fonction publique, suppression des jours fériés, réforme des aides. Les mesures font grincer des dents. Entre austérité assumée et soutien aux entreprises, l'exécutif joue un équilibre risqué. À force d'accumuler les déficits, l'idée de changer de logiciel de gestion se pose. Et si un État finalement fonctionnait comme une entreprise? D'où notre question sur le compte X de Sud Radio, économie budgétaire. Faut-il gérer l'État comme une entreprise? Répondez tout de suite, on a besoin de votre sentiment dessus. Et comme il sait bien nous répondre, nous sommes aujourd'hui à nouveau avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Notre vraie voix visio du mois, finalement. Alors Nicolas, le plan Bayrou, est-ce qu'il peut redresser l'économie sans casser la reprise? C'est toute la question, le plan Bayrou, et on verra bien. La France n'est pas la Grèce, mais est-ce que la France soumise à une cure d'austérité pourrait virer comme la Grèce a évolué lorsque ces remèdes de cheval lui ont été imposés? C'est une grande question. La question derrière, c'est quand même, vous l'avez dit, celle du logiciel. Ce qu'on a compris hier, c'est que François Bayrou reprenait à son compte le logiciel de M. Macron depuis 2017, qui est une politique de l'offre, et que coûte, et quoi qu'il en coûte peut-être, il maintiendra cette politique de l'offre. Je crois que c'est ça le vrai débat. Est-ce que la politique de l'offre a fait la preuve de son efficacité, ou au contraire est-elle responsable de la situation dans laquelle le pays, les comptes publics et l'économie de la France se trouvent aujourd'hui? Merci Nicolas, vous restez avec nous évidemment. Dans un instant, on va se retrouver pour le grand débat du jour. Sud Radio, c'est votre radio. Parlons vrai ensemble. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et pour cette émission qui sent bon le budget, eh bien nos deux vraies voix sont prêtes pour attaquer sec. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, qui est devenue une incontournable des vraies voix de l'été. Et puis pour sa première, Thierry Blandinière, PDG de InVivo et président du célèbre club de rugby du CA Baie-Brive, ne sera pas en reste, qu'on se le dise. Voilà, c'est le grand débat du jour, il est 17h31. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors que la croissance française peine à décoller, le gouvernement de François Bayrou présente un plan ambitieux et controversé. Pour redresser les finances publiques, objectif affiché, ramener le déficit à 4,6% du PIB dès 2026, contre 5,8% en 2024, en trouvant 40 milliards d'euros d'économies. Ce tour de vis budgétaire qui combine coupe dans les dépenses publiques, effort demandé aux ménages et soutien accru aux entreprises, risque de freiner une reprise encore fragile, suppression des jours fériés, réforme des aides sociales, taxation des colis, réduction de la fonction publique. La stratégie du Premier ministre bondit entre rigueur assumée et volonté de relance. Reste à savoir si cet équilibre précaire entre austérité et compétitivité peut tenir sans faire dérailler la dite croissance. Ça fait des années que les caisses de l'État se vident et nous avons toujours entendu qu'un effort des Français s'imposait pour des services publics plus performants, par exemple. Au bout du compte, le déficit se creuse et les services publics se dégradent, malgré des impôts toujours plus élevés. Ça ne vous a pas échappé. D'où cette consultation pour vous, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X. Économie budgétaire, faut-il gérer l'État comme une entreprise? Eh bien, vous dites oui à 71%. Comme quoi. C'est assez clair, ouais. Et puis vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300 si vous avez envie de réagir à ce qui se dit à notre antenne. Nous sommes toujours avec Nicolas Corato, mais tout de suite, on écoute un petit son. Laurent Wauquiez. Est-ce que juste à un moment, on ne peut pas dire qu'un État ruiné doit se recentrer sur la réalité de ses missions au lieu de se disperser et de faire semblant de pouvoir tout faire? On ne redressera pas le pays uniquement avec des solutions de court terme. Il y a besoin de se projeter. Il faut que la ligne de vision politique se redresse un peu et reprenne un peu de hauteur. On ne redressera pas uniquement le budget avec des solutions de court terme, bricolées en urgence. On a besoin de réformes de bien plus grande ampleur pour restaurer ce qu'est un pays qui tienne à nouveau debout et qui correspondent à ce que sont les attentes de nos compatriotes sur la reconnaissance du travail, la préservation d'un pouvoir d'achat qui est construit par ceux qui se donnent du mal, et le fait d'avoir un État qui est à nouveau efficace et pas dispersé.
Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce matin, qui a tenu à prendre la parole en réaction donc aux déclarations de François Bayrou. Thierry Blandinière, tiens, redresser, comme il le dit, c'est une solution à court terme ou c'est une solution à long terme? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans la situation où on est? Est-ce qu'il faut tout geler? Est-ce qu'il faut investir? Vous qui êtes grand patron. En fait, bon, il faut réfléchir à la situation, il faut partager le constat. Je crois que tout le monde partage le constat aujourd'hui. La question, c'est quelle solution on peut apporter à cette problématique. En rigueur, le côté économique, social, solidarité, et c'est une équation qui est pas facile à trouver. Donc, la proposition du budget me semble assez cohérente dans le moment politique que nous vivons aujourd'hui. Tout ça pour tenir et essayer d'aller jusqu'à l'élection présidentielle, où là, il faudra trancher sur les vrais choix stratégiques, certainement baisser les charges, et puis dynamiser la croissance pour justement dégager plus de ressources et financer notre modèle social. Donc on en est là aujourd'hui. Donc je crois que ce budget, c'est un budget de transition pour moi, même s'il paraît assez contesté. En fait, il est plutôt bien équilibré. Tout le monde contribue. Il y a la volonté d'avoir un plan de relance pour augmenter le volume de production français. Produire plus, c'est essentiel pour dégager plus de recettes pour financer plus de programmes sociétaux, environnementaux et plus de solidarité. Nicolas Corato, s'il n'y a pas de croissance, c'est la fin. Nicolas Corato, un point de vue différent, on imagine. Non, pas nécessairement. Je partage l'analyse qui est qu'effectivement, nous sommes sur un budget qui est tout sauf politique au sens stratégique. C'est un budget d'attente parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème nécessairement budgétaire, économique, social. Nous avons un problème de crise politique. Donc d'abord dans ce pays qui nous empêche de prendre des décisions qui engagent le pays à moyen et long terme. Donc, on peut reconnaître à M. Bayrou qu'avec l'équation qui est la sienne, finalement, il n'a pas tant de marge de manœuvre et que ce qu'il a livré hier correspond peut-être au maximum de ce qu'il peut livrer, avec une limite et peut-être une nuance de ma part sur l'équilibre des mesures qu'il a annoncées, où on voit, et c'est ce que je disais en introduction, qu'il y a quand même un interdit. Il y a une ligne rouge qui a été fixée plutôt par l'Élysée que par Matignon, c'est pas touche à la politique de l'offre, c'est-à-dire que on ne fera pas contribuer plus les entreprises qu'elles ne contribuent aujourd'hui. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire contribuer plus les entreprises, je dis que je constate que dans les propositions du Premier ministre, il n'est pas question de faire contribuer les entreprises. Certains vous diront que c'est une bonne idée et que ça permettra de générer de l'emploi et de la croissance. D'autres vous diront que ça va alimenter la crise des recettes fiscales, parce que vous dites, mon cher Frédéric, qu'on paye beaucoup d'impôts en France. Oui, vous avez raison, mais la crise que nous avons devant nous aujourd'hui, elle est liée au fait qu'on a eu moins de recettes fiscales que prévu dans ce pays, et que donc nous avons d'abord une crise des produits fiscaux, techniquement, qui est devant nous. Et effectivement, ne pas faire contribuer un peu plus les entreprises, ça n'amène pas le règlement de cette crise des recettes fiscales. Anne-Lorraine Rousseau, je vais vous reposer la question, parce que vous n'étiez pas tellement d'accord avec cette idée de gérer l'État comme une entreprise, mais ce qu'on entend dans la bouche de Nicolas Corato, c'est-à-dire augmenter encore leurs charges aux entreprises qui sont déjà sous le coup d'énormes charges, on peut le dire, surtout pour les petites boîtes. Un salaire, ça compte le double, pratiquement. Bon, il y a peu d'issues là-dedans, a priori. C'est très, 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 très compliqué. Il y a pas mal de solutions qui sont possibles. Il y a beaucoup de tabous, je pense, quand même, dans ces sujets-là. On a d'un côté la loi du plomb qui décharge les agriculteurs et de l'autre côté on veut aussi décharger les entreprises, donc on sent bien l'idée qu'il y a derrière, mais voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours le même contribuable moyen qui récolte le travail quand même. Il y a aussi cette question des jours fériés, on en a beaucoup parlé. Bon, c'est un sujet qui peut s'aborder de plein de manières, mais je pense que c'est aussi pour éviter de parler peut-être d'autres sujets, peut-être des 35 heures. Donc voilà, je pense qu'il y a des sujets de fond dont on a trop peur de parler, et donc on fait toujours un peu des pansements qui collent assez mal et qui ne règlent pas forcément le problème à long terme. Bon, les auditeurs de Sud Radio sont plutôt d'accord avec l'idée de gérer finalement l'État comme on gère une entreprise, à 71%. Direction 0826 300 300. Samy est avec nous, il nous appelle de Paris. Samy, bonsoir. Bonsoir Samy. Alors, pour ou contre l'idée de gérer comme une entreprise, c'est-à-dire avec des objectifs finalement, c'est ça la spécialité de l'entreprise? Alors, moi peut-être j'aurais un avis un peu différent, c'est que je dirais que l'État a déjà été géré comme une entreprise, mais mal géré. Et je résume ça rapidement en 3 points, je sais, pour laisser la parole aux autres. Une entreprise, c'est quoi? C'est un chiffre d'affaires, c'est les ventes, les achats, un EBE, un fonds de roulement, faire attention, une bonne gestion, une certification des comptes, je laisse les mots parler d'eux-mêmes, et surtout les droits des salariés, qui dans ce cas sont les citoyens, avec leur productivité et leur effort. Or,
on arrive à quoi? On arrive à la capacité d'endettement. Donc ça veut dire, de tous ces éléments que j'ai donnés, il en sort quoi? Il en sort en fait que les dirigeants, ils ont pensé surtout à leur revenu, à profiter de l'entreprise, mais ils ont négligé tous les points que j'ai définis. Et donc du coup, la seule solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la boîte, elle est en redressement. Parce qu'en temps normal, un dirigeant comme ça, qui gère ça comme ça, il est déjà au tribunal de commerce en redressement avec un administrateur. Or, comme ils sont sous perfusion, on réfléchit pas. Aujourd'hui, on demande à ses salariés tout simplement de diviser par 2 le revenu pour pallier, en fait, à ces défaillances. Premier point. 2 autres points rapidement. Rapide, ouais. Pour les politiques, il y a deux points en fait que personne n'évoque. Ils passent tous en fait, aujourd'hui ils sont tous au chevet du malade, à savoir ce pays, ce beau pays. Tout le monde se lamente, c'est l'indignation, c'est le sensationnel, c'est l'émotionnel. Mais à côté de ça, ils ont tous participé d'une manière ou d'une autre à débrancher ce malade, à lui enlever en fait ces éléments en fait médicaux qui le maintiennent en vie. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de se lamenter, mais personne ne parle de 2 points aujourd'hui qui sont inévitables. C'est ou la censure ou la dissolution. Or, personne ne veut censurer. Et la dissolution, peut-être, elle arrivera. Personne ne veut censurer, c'est pas sûr. Hein. On en parlera tout à l'heure à 18h40. C'est l'objet de notre deuxième débat tout à l'heure. Ouais. Ils ont tellement eu d'occasions pour censurer, et finalement, chacun en fait trouve une entourloupe pour rester en place. Un coup, allez, dernier point, Samy. Le troisième et dernier. Dernier point, et là, ça m'indigne un petit peu parce que, en tant qu'immigré, ça me dérange, c'est que souvent, il y a un petit discours, en fait, parfois, qui ramène au fait que tous ces mots qu'on vient d'évoquer, toute cette situation de 50 ans, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'immigration. Il faut arrêter l'AME de 900 millions noyés dans 241 milliards de sécurité sociale, il faut arrêter les allocations, etc., etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, il est en train de revenir, en fait, en boomerang dans la face de tout le monde, et c'est pour ça que c'est un moment de vérité, finalement, pas que pour les Français, pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Merci et bravo Samy, vous nous appelez de Paris au 0826 300 300. Merci pour votre intervention. Thierry Blandinière, 2 points. Déjà une réaction évidemment à ce qu'a dit Samy sur l'entreprise et puis quand même un petit focus sur la loi Duplon, hein, parce que du plomb puisque ça vous concerne directement chez Invivo. Oui, ce que dit Samy, il y a une partie qui est très juste. Après, il faut creuser un peu plus parce que tout ça, c'est une question de gestion et de moyens. C'est-à-dire que il y a l'État, il y a les collectivités régionales, il y a les collectivités locales. Ils sont tous endettés. Il n'y a pas que l'État français. Donc ça veut dire qu'il y a une contagion de l'endettement en France et il faut qu'on puisse en sortir. Et c'est plus global quelque part. Donc l'idée de l'entreprise, c'est aussi ça. C'est pas simplement l'État, c'est de travailler avec les collectivités locales et aussi régionales. Ensuite, il y a énormément d'agences qui ont été développées, de services complémentaires avec des technostructures aujourd'hui qui ne délivrent pas leur objectif et qui quelque part entretiennent une espèce de mécanisme existentiel. Et il faut avoir le courage d'arrêter ces agences aujourd'hui. C'est là où il y a des économies possibles. Et ensuite, effectivement... Plein d'agences pour l'environnement, le sport, etc. Voilà, etc. Tout ça. Alors après... Il faut rationaliser, il faut recentrer les objectifs. Il faut dire, effectivement, est-ce qu'on ne met pas trop de moyens pour quelque part pas grand-chose comme résultat? C'est beaucoup d'argent qui est gaspillé, beaucoup d'argent. Hein, il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé. Il faut avoir le courage de rationaliser ces organisations périphériques aujourd'hui qui ont été largement développées depuis 10 ans. Anne-Lorraine Rousseau, sur les agences, ça a été peu évoqué finalement. Oui, bien sûr, mais je pensais par rapport aux collectivités territoriales, par rapport au déplacement récent à Chartres de François Bayrou pour les préfets, pour redonner de la puissance aux préfets et qu'on arrête d'avoir 70 décisionnaires pour prendre une seule décision de ramassage des déchets d'une petite ville. Enfin, il y a quand même certains moments où on se demande ce qui se passe. Donc oui, il y a tout cet effort-là à faire, tout ce millefeuille dont on parle souvent. Et je pense que déjà là, il y a beaucoup d'économies à faire. Nicolas Corato, là on parle d'économie en fait. Hein. C'est à peu près le seul mot qu'on entend depuis quelques jours. Et effectivement, c'est le mot phare, on va dire, de ce budget 2026. Oui, on parle beaucoup d'économie et il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Monsieur Trump, qui succède à Monsieur Biden, est à la tête d'un pays qui ne cesse d'investir dans les économies et dans les technologies du futur, malgré un taux d'endettement et un endettement beaucoup plus colossal que celui de la France. Et donc, il faut regarder que la sensibilité à la dette dans les pays occidentaux n'est pas la même. J'ajoute peut-être aussi un élément de comparaison, puisque vous nous avez dit de comparer l'État à l'entreprise privée. La dette publique en France, c'est 117% du PIB. Vous savez combien est la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises et des ménages? Allez-y. C'est 150%. C'est
1000 milliards de plus que la dette publique. On n'en parle jamais de la dette privée. Est-ce que cette dette privée, elle est bien gérée? Est-ce qu'elle est solvable? Est-ce que les entreprises et les ménages qui sont à l'origine de cette dette sont solvables? Je prends un exemple. L'État vient de mettre 1,5 milliard d'euros pour sauver un groupe privé qui s'appelle Orpea, qui gère des maisons de retraite partout en France et en Europe, et qui est un groupe coté. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas comparer l'État à l'entreprise en sous-entendant que l'entreprise serait nécessairement bien gérée et tout à fait normale et saine, et puis l'État serait tout le temps dysfonctionnant. Je pense qu'il faut mettre un peu de nuance. Les Français ne sont ni des consommateurs, ni des actionnaires. Ce sont avant tout des citoyens qui exercent leur souveraineté et qui veulent développer des politiques d'intérêt général, qui expliquent par exemple que quand on va à l'hôpital, on n'y va pas pour faire gagner de l'argent à l'hôpital public, on y va pour être soigné ou être sauvé, quel que soit le prix que ça coûte à la collectivité, quelles que soient vos ressources. Nous, l'idée de dire qu'il faudrait gérer l'État comme une entreprise, ça voudrait dire qu'on ne serait plus des citoyens, mais uniquement des consommateurs ou des actionnaires. C'est la désagrégation du lien social, c'est la désagrégation tout simplement de la nation. Et donc je pense qu'il faut faire très attention quand on mêle les deux notions. Les choses ne sont pas comparables, elles ne sont pas non plus opposables, et on ne peut pas opposer l'entreprise à l'État. Alors, dans ce débat, on parle d'investissement, là, bien entendu, d'économie, mais il y a aussi la capacité de travail des Français. Écoutez ce que disait ce matin chez nos confrères de BFM le ministre Gérald Darmanin. La réforme des jours fériés, c'est la fin des 35 heures, c'est ça que ça veut dire. Vous faites 14 heures, 15 heures de travail supplémentaire. En tout cas, ce que propose le Premier ministre, c'est qu'il faut travailler davantage. Tous les gens sensés savent que la France est le pays, en moyenne, où on part le plus tôt en retraite, où on arrive le plus tard sur le marché du travail, et où on travaille en moyenne moins que nos voisins. Voilà, sous-entendu, est-ce qu'il faut repasser des 35 aux 39 heures, Judith? Eh ben, je vais vous poser la question, vous Thierry Blandignard, est-ce que ça vous pose un problème chez Invivo les 35 heures? Si on regarde l'histoire, quelque part, il y a eu quand même des grandes décisions depuis Mitterrand qui ont quand même un peu dérouté et qui ont perturbé le modèle économique français. La retraite à 60 ans en 1981, aujourd'hui on paye cette décision-là. Martine Aubry avec les 35 heures, aujourd'hui on paye cette décision-là, et donc on traîne ça comme un boulet, parce que quelque part on a plombé le potentiel économique et le développement de production de la France. Donc à partir de là, il faut peut-être réfléchir et se dire comment corriger le tir sur les prochaines années, dans un contexte politique très difficile, où il y a beaucoup de contestations. Donc la question est difficile. Mais si on raisonne d'une manière apolitique, quelque part, d'une manière très pragmatique, c'est le sujet. Ça veut dire qu'il faut augmenter le potentiel de production, travailler plus, gagner plus, et ensuite redistribuer plus, et être plus solidaire. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler, réagir à ce que vous entendez à notre antenne. Nous sommes toujours avec Laurent. Laurent, vous êtes avec nous ? Oui, toujours avec vous, Judith. Alors, Laurent, est-ce qu'on doit gérer l'État comme une entreprise? Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que disent nos vraies voix? Et éventuellement, les 35-39 heures, n'hésitez pas. Voilà. Oui, non, l'État n'est pas une entreprise. L'État, c'est quelque chose d'immatériel, qui a une durée de vie bien plus longue que la mienne, et ainsi de suite. Donc, c'est pas du tout une entreprise, l'État. Ça n'a strictement rien à voir. Mais enfin, moi, je voulais rebondir sur Darmanin, sur ce que dit Darmanin pour les jours fériés. Alors, les jours fériés rapportent des taxes et de la TVA et tout ce qui s'ensuit, parce que le tourisme, qui est notre industrie phare, le tourisme, c'est notre industrie phare en France. Eh bien, les jours fériés permettent aux gens qui ne travaillent pas à ce moment-là d'aller à droite à gauche, de faire travailler les restaurants, les hôtels, les parcs d'attractions et ainsi de suite. Il y a vraiment de l'argent qui circule et qui tourne. C'est bien vu, oui. Les jours fériés. Et oui. Donc surtout ne pas supprimer les jours fériés. Après, certains entrepreneurs disent oui, on est obligé de travailler le samedi pour rattraper. Eh ben, les salariés seront contents de travailler et le samedi et d'avoir des jours de repos pour dépenser cet argent. Voilà, bon, je pense que Bayrou et Darmanin se trompent complètement. C'est à croire qu'ils sont toujours en vacances, ces gens. Donc, je suis pas sûr qu'ils apprécieraient. Non, bon, ils travaillent beaucoup. Voilà. Anne-Lorraine Rousseau. Je crois que justement cet été, ils vont pas en avoir beaucoup des vacances avec ces annonces de budget. 35, 39, 37 heures? Combien? J'ai pas d'estimation particulière des heures, mais effectivement, ce débat des 35 heures, c'est quand même un vrai débat à avoir. Et monsieur, notre auditeur, Laurent, a tout à fait raison. Des vacances et des jours fériés, c'est pas effectivement des jours qui ne produisent rien. C'est le tourisme est aussi une très grande valeur en France. Donc voilà, je laisserai plutôt nos entrepreneurs répondre à cette question parce que c'est pas la même. En fait. Pour moi, pour le débat, revenir sur le débat de faut-il gérer l'État comme une entreprise, pour moi, c'est un peu
presque philosophique comme question, c'est-à-dire que en fait l'objectif premier, la raison d'être d'un État, c'est le bien-être de ses citoyens. Le bien-être d'un employé, c'est pas forcément la même finalité que le bien-être d'un citoyen. C'est le bien-être pour être productif, imaginatif, travailler avec, se lever le matin avec un peu de baume au cœur pour aller travailler, et donc avoir un retour sur investissement pour cette entreprise. Donc c'est pas du tout la même vision des choses. Et effectivement, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on peut pas opposer État et entreprise, mais on peut pas non plus dire que c'est la même chose. Et on parlait d'endettement, mais c'est aussi ça. C'est que en fait, en France, quand quelqu'un nous coûte cher, on peut pas faire comme s'il était pas là. On peut pas éliminer. Bon, vous me direz maintenant avec l'euthanasie, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire, mais on peut pas éliminer nos retraités. Ça, c'est un autre débat. On peut pas éliminer nos handicapés. On peut pas éliminer les étrangers qu'on doit accueillir et qui coûtent cher. En fait, toutes ces choses-là, c'est des personnes c'est des personnes. En fait, c'est des personnes qui coûtent cher. Alors qu'un employé qui coûte cher parce qu'il rapporte rien, et ben. Mais quelqu'un de très 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 malade qui a envie d'en finir, il doit avoir le droit de pouvoir le faire. Mais c'est un autre débat. Mais c'est un autre sujet, effectivement. En tout cas, vous aurez le mot de la fin, ma chère Anne-Lorraine Rousseau. C'était philosophique. Voilà, c'était philosophique. Merci Nicolas Corato. On rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Et peut-être à demain, Nicolas. Oui, mais c'est un incontournable parce que non, mais parce que cet été, on a 2 vraies voix. On a mis un nouveau système en place, mais le 3e, il est incontournable. Et vous êtes incontournable chaque été, Nicolas. Ça va, vous n'avez pas les chevilles qui enflent? Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. Non, mais c'est la chaleur. Voilà, c'est ça. Allez, 0826 300 300 si vous voulez jouer, si vous voulez réagir à ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio. Vous savez, vous pouvez nous appeler. Sud Radio vous attend, vous écoute, et puis voilà, et on est là. Et si vous voulez jouer avec nous, restez là. C'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h52 sur Sud Radio, ça débat hors antenne, sec. Oui, mais ça part de partout. Pas, attention. Des débats dans les débats, des débats à côté, au milieu. Un petit rappel de nos vraies voix, Frédéric. Alors Anne-Lorraine Rousseau est avec nous, journaliste pour Valeurs Actuelles, et puis Thierry Blandinière, PDG de InVivo et président du CAB Brive, le grand club de rugby. Voilà. On va jouer. On va faire joujou, ça s'appelait à Frédéric Brindel. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le thème du quiz que je vous ai concocté aujourd'hui, c'est vous, disco rétro. Alors vite, on appelle Laurent. Laurent, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, vous allez défier et Thierry et Anne-Lorraine. Donc j'ai noté vos noms à tous les 3 sur une feuille. C'est le premier qui parle qui gagne, le point. Voilà, vous devez donner l'interprète, groupe, chanteur, chanteuse. Vous avez 9 extraits. À l'issue de ces 9 extraits, celui qui aura marqué le plus de points en étant le plus rapide en répondant à l'interprète aura gagné. Allez, c'est parti, numéro 1. Village People. Vous avez tous dit en même temps là. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Marie, par exemple, Marie Fay, notre réalisatrice. Vous diriez, c'est Anne-Lorraine? Anne-Lorraine, 1 point. Ouais, Laurent était pas loin. Hein. Laurent, il a bien dégainé aussi. Laurent, faut pas hésiter à crier dans le téléphone. Hein. D'accord. Allez, extrait numéro 2. Ah bah. C'est plus mon domaine que les dernières fois, vous remarquerez. C'est moi qui l'ai fait, c'est normal. Merci. Donc ça fait 2-0-0. Je sauve mon honneur parce que les dernières fois, c'était... Attention, soyez prêts. Vous êtes prêts sur le starting point numéro 3. Thierry, il faut réagir vite là. Thierry, vous l'aviez, mais je suis formel. Anne-Lorraine est très... Mais qu'est-ce qui vous arrive, Anne-Lorraine? Vous l'avez jamais gagné. Je suis en train de griller ma playlist, mais voilà, ça c'est bon. Voilà. Ah bah on a la même playlist alors. Ouais. Alors numéro 4. Oui, c'est Thierry. Laurent. Ouais. J'ai dit c'est Thierry. Il est plus excité que nous, c'est Frédéric. Non, mais c'est bien parce que... Moi, je confirme derrière, les Bee Gees. Parce que là, j'ai des oreilles qui ressemblent à une photo finish, donc voilà, le passionné de course que je suis. Allez, number 5. Born to be Alive, oui. Hernandez. Bravo Thierry. Le point sur le score, après 5 extraits, 3 points pour Anne-Lorraine Rousseau, 1 point pour Thierry, 1 point pour Laurent. Mathématiquement, tout le monde peut encore gagner. Il y a encore moyen. Allez, numéro 6. Ah merde. Qu'est-ce que vous dites, Laurent? Il a dit Marcel Alia. Laurent, j'ai pas entendu. Je vois très bien. Rita Mistogo.
Thierry. Fort, hein. Oui, vous ne l'aviez pas, Laurent, on est d'accord, hein? Non, il a dit un gros mot, lui aussi, comme vous. Voilà. D'accord, 3, 2, 1. Tout est serré. Numéro 7. Madonna. Ouais. 3, 2, 2, ce quiz. Hey, il a grand succès, mon quiz d'aujourd'hui. Hein. Ce quiz est le plus beau de l'histoire des quiz de l'été cet été. Allez, numéro 8. David Bowie. Ouais, David Bowie, Thierry qui égalise. Lorraine 3, Thierry 3. On peut l'entendre un petit peu, Let's Dance, là, il y a moyen? Ah, merci. Voilà. Merci, ça me fait trop plaisir. Et là, je vous dois une explication précise, Judith. 3 points pour Anne-Lorraine, 3 points pour Thierry et 2 pour Laurent. Il reste un extrait. Si Laurent trouve, c'est une égalité parfaite à 3. Si l'un des deux autres répond, c'est la victoire. C'est très budget de l'État. Exactement. Allez, numéro 9. Niagara. Niagara, c'est Thierry qui s'impose. C'est Thierry qui on a des goûts Il laisse un peu d'avance. Non, voyez. Quel match. 4 points pour Thierry Blandinière, 3 points pour Anne-Lorraine Rousseau et 2 points pour Laurent qui était notre fil rouge montpelliérain. Vous êtes un auditeur aussi, pas qu'un fil rouge, hein, Laurent. Exceptionnel. Vous êtes exceptionnel sur cette émission, Laurent. Voilà. Vous êtes tous exceptionnels. Merci beaucoup. Non, parce que du début à la fin, dans le premier sujet, le débat, tout ça. Je ne contredis pas. Voilà. 0826 300 300 si vous voulez faire comme Laurent et gagner peut-être éventuellement le quiz musical. Vous nous appelez, vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé. On vous embrasse. Merci à vous. Merci. Bon, vous le savez, hein, l'info, elle est en continu sur Sud Radio. Donc restez avec nous parce que juste après la pause, c'est les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. C'est un plaisir de vous retrouver, les auditeurs de Sud Radio, pendant cet été avec nos vraies voix, le duo du soir, Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, et Thierry Blandinière, le PDG de InVivo. Mais oui, vous savez aussi, le président du CAB Brive. Les rugbymen sont représentés. Ça lui fait trop plaisir. Oui, parce qu'en plus, mais nous aussi, ça nous fait tous plaisir. Allez, Brive. Je veux dire, Sud Radio, c'est important. Allez, 08 qui adorent le rugby, voilà, très bien. On va suivre 0826 300 300. Si vous voulez suivre, si vous voulez faire un petit message, laisser un commentaire ou nous parler, tout simplement, vous le pouvez. Et d'ailleurs, on file au répondeur. Oui, bonjour, Daniel de Montpellier. J'en ai un petit peu assez d'entendre traiter les retraités de Nantes. Ils sont propriétaires, oui, ils ont fait des emprunts, ils ont remboursé de l'argent et ils ne coûtent pas d'argent à l'État par le biais des allocations logement. Il faudrait peut-être aussi en tenir compte. Merci. Les retraités, première cible, selon cette dame qui s'appelle Danielle, qui nous appelle de Montpellier, Thierry Blandinière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'il y a une question sur le revenu des retraités, bien évidemment. Donc il faut segmenter notre démarche. C'est-à-dire qu'il y a des petites retraites qui doivent être protégées. Il faut protéger. Alors, où on met le curseur, c'est une question. Mais il faut mettre un curseur. Et puis, il y a des retraités qui ont une bonne retraite, qui sont partis très tôt, dans les 58 ans, 60 ans, qui doivent être solidaires de la nouvelle génération qui partira à la retraite à 64 ans. Donc, ils doivent contribuer à la marge au redressement des politiques publiques. Votre avis, Anne-Lorraine Rousseau ? Il faut savoir quand même que les retraités, c'est quand même un quart des dépenses publiques. Et je pense que si on veut vraiment faire un effort sur les dépenses publiques, on est obligé de passer par la case retraite. Et donc, on est obligé d'ouvrir le gros dossier des retraites qui n'ont pas tellement bougé depuis plusieurs années. Et effectivement, comme vous le disiez, il faut regarder évidemment justement. Il faut regarder les petites retraites, les grandes retraites. Et il y en a certains qui gagnent beaucoup plus qu'ils ne devraient. Et sachant que moi, je suis assez jeune et je sais que je n'aurai pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de nous le rappeler, on le sait. Mais voilà. Et donc, je sais que je n'aurai pas grand-chose. Donc c'est normal aussi que l'effort soit fait des deux côtés. On cotise et on travaille aussi pour eux. Et c'est important aussi qu'ils nous laissent une part du gâteau. Sauf que, Judith, j'ai l'impression que dans ce pays, à chaque fois, on parle globalement. Mais c'est vrai que si on segmente, c'est autre chose. Thierry Blandinière, il faudrait faire du cas par cas, en fait. Pour faire le lien avec l'entreprise, c'est quand on a un problème, une solution. Donc on segmente notre offre, on trouve des solutions et on avance sur du concret. Donc segmenter les politiques publiques, clarifier où va l'argent, comment il est utilisé. Aujourd'hui, quelle est la compta analytique des politiques publiques ? Personne ne sait comment utiliser correctement l'argent. On parle de milliards partout, mais il faudra commencer à regarder case par case
comment ajuster la performance des investissements au service du bien public. Donc c'est assez facile, mais personne n'a le courage de mettre tout sur la table. On parle de milliards partout. Finalement, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le sujet. Oui, ça reste assez fou, quoi. Il faut segmenter les petites retraites, voilà, ceux qui ont beaucoup plus d'argent, voilà, et puis quelque part on ajuste, vous voyez. Et ça, c'est assez facile à faire. C'est une question de volonté, c'est peut-être une question de formation, d'éducation, et l'entreprise peut apporter ça, ce côté rationnel. La rationalité en entreprise, Anne-Lorraine Rousseau. Oui, c'est ce que je me dis aussi, c'est que on veut taxer les riches, c'est souvent ce qu'on entend, mais quand il s'agit de parler de grosses retraites, voilà, bizarrement, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, alors qu'on sait très bien que les retraités n'ont pas tous la même retraite. Ils ont travaillé évidemment pour percevoir cette retraite, mais l'effort peut aussi être fait quand on sait en plus que l'espérance de vie augmente. Donc nécessairement. Alors, jusque-là, il nous parlait j'ai commencé à travailler, pardonnez-moi, la retraite c'était 37 ans, et 37 ans de travail. Donc j'aurais dû être à la retraite à 59 ans. Typiquement. Là, je vais avoir 64 ans et je pourrais accéder à la retraite, même si je veux continuer à travailler jusqu'à 70 ans et plus. Vous n'avez pas envie. Et j'ai pas du tout envie. Mais quelque part, on voit bien qu'en l'espace de 30 ans, on a décliné, on a travaillé 7 ans de plus. Puis c'est surtout Thierry qu'on dirait... Ils sont partis avec les 37 annuités. Et qui ont des gros salaires, ils doivent contribuer. C'est surtout Thierry, on dirait jamais que vous avez 64 ans, ça en plus, c'est ça. C'est pour ça que je passe à la radio, à la télé. Bon, bah voilà, Sud Radio, c'est votre parole qui fait la différence, vous le savez. Vous faites entendre votre voix au 0826 300 300. Dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Il est 18h11. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et il est 18h14 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, la Commission européenne ouvre la porte à une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Les ministres Elisabeth Borne à l'éducation ou Clara Chapaz au numérique crient victoire. La France avait déjà adopté en 2023 ce principe d'une majorité numérique à 15 ans. Objectif, éviter que des enfants ne se retrouvent exposés bien trop jeunes sur les plateformes. La première inscription à un réseau social se ferait en moyenne tout de même à l'âge de 8 ans et demi. 8 ans en moyenne. Non mais c'est les parents qui déconnent. C'est une statistique ça de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, 8 ans et demi pour le tout premier réseau social. Alors, sauf qu'au niveau européen, eh bien, cette mesure, ça traînait un peu, notamment faute d'harmonisation des techniques pour très concrètement mettre en place des vérifications de l'âge à l'inscription. Eh bien, hier, donc, la Commission européenne a annoncé vouloir accélérer sur cette mise en place de vérification. Pour en parler, nous sommes avec un expert en comportement numérique et addictif. Bonsoir Thierry Léandre Le Fur. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Un mot sur le constat d'abord, les adolescents passent, selon une autre statistique, plusieurs heures par jour en moyenne sur les réseaux sociaux. Alors pour les ados, on approche les 3 heures par jour et on a 2 repères. À partir de 3 heures, c'est problématique, par exemple ça double les risques de dépression, et à partir de 5 heures, ça fait rentrer dans des risques addictifs. Donc vous imaginez qu'on a vraiment une problématique de ce côté-là. Ah oui, effectivement. Aux États-Unis, ils en sont déjà à 4 heures. Donc vous voyez. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. 4 heures par jour, juste, même pas sur les écrans, juste sur les réseaux sociaux, quoi. Que sur les réseaux sociaux et sur les écrans, ils dépassent les 5 heures. Voilà. À la lumière de ce constat qui paraît assez sidérant, est-ce que ça vous semble être une bonne idée, du coup, d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans ? Alors il y a 2 aspects. C'est une bonne idée de faire accélérer les choses. Il faut l'aval de la Commission européenne pour pouvoir reprendre la main, d'une part, et d'autre part, ça permet de parler du sujet, comme on est en train de le faire en ce moment, alors qu'il était quand même un peu sous la table. En revanche, il va falloir doser les interdits, parce que complètement, par rapport aux jeunes qui sont isolés, ceux qui ont des familles éparpillées, etc., leur priver du jour au lendemain, pour certains même presque de leur drogue, si j'ose dire, ça va peut-être être un peu difficile. Thierry Léandre Le Fur, excusez-moi, mais c'est quand même un problème de parents aussi. Je peux parler de mon cas personnel. Moi, ma gamine, elle a 11 ans. Elle n'aura pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et d'ailleurs, je remercie l'État d'avoir fait passer cette loi parce que du coup, je peux lui dire, c'est le gouvernement qui l'a dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même la responsabilité des parents d'enlever les écrans des mains de leurs enfants ou de pas les mettre.
Avec une loi d'ailleurs, du coup, pour les parents, ils sont impliqués quelque part dans la loi. Donc c'est une très bonne chose et comme vous le dites, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce type d'argument que d'être un peu désemparé par rapport à cette problématique-là. C'est un argument de plus. Ouais, juste une chose, parce qu'on a parlé hier notamment des accès aux sites porno, etc., etc. Est-ce qu'on a un moyen de vérifier que s'il y a une interdiction aux moins de 15 ans, il n'y ait pas de connexion possible aux moins de 15 ans? Est-ce que ça déjà ça existe? C'est possible à mettre en place? Alors c'est possible, mais il faut savoir que c'est un peu trop facilement. Les réseaux sociaux et puis les magasins d'applications d'une part, et puis les applicatifs d'autre part. Alors si on parle en plus de l'international, puisque les sites viennent d'ailleurs, c'est pas très facile. Bon, il y a un truc qui s'appelle le contrôle parental quand même. Hein. Oui, tout à fait, Laura. Oui, tout à fait. Ah, voilà. Donc c'est de nouveau renvoyer la balle aux parents, mais c'est. Je suis désolée, mais c'est un peu la base. Non, mais plus ils sont jeunes, plus effectivement, là, c'est aux parents de. Faut commencer tôt. Ouais. Oui. Thierry Blandinard, vous avez commencé tôt avec vos enfants, vos petits enfants, si vous en avez. Non. Non, alors pas vous. C'était pas à vous que je posais la question, Thierry. Vous avez le prénom. On a deux Thierry. On a deux Thierry. Désolé. Moi, je suis mais restez bien là, Thierry Léandre. Restez bien là. Depuis un an, donc jusqu'à présent, le sujet. J'espère se pose pas à l'âge de un an, mais bon, on sait jamais. Il faut regarder si les parents avancent. On voit des enfants avec des écrans dans les poussettes. On sait jamais. Oui, peut-être aussi. Non, mais je pense que c'est une question d'éducation, en fait. Moi, j'ai 3 enfants. Ils sont grands maintenant. C'était une autre époque, mais il y avait aussi beaucoup de dangers à l'époque aussi. Donc il faut alerter, il faut former, il faut éduquer, il faut montrer l'exemple aussi, il faut être exemplaire. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça, éduquer, c'est être exemplaire et c'est d'embarquer un peu ses enfants dans un chemin de vie auquel on croit. Anne-Lorraine Rousseau, vous avez vendu la mèche tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez jeune, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous? Moi, nécessairement. En plus, avec notre travail maintenant, on passe des heures à éplucher ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, mais les sources d'information pour un journaliste, c'est plus les sites d'information que les réseaux sociaux, quand même, rassurez-moi. Mais t'as aussi Twitter. Mais à mine d'or, je déteste ce réseau social personnellement, mais oui, X maintenant c'est vrai, mais t'es bien obligé de passer par là pour voir ce qui s'y passe. Mais oui, non, mais moi je fais partie des victimes. Après, non, mais oui, c'est sûr. Est-ce que vous arrivez à vous autoréguler? Vous arrivez à vous autoréguler ou pas? Oui, un peu quand même. Je sais typiquement qu'en société, dans un dîner et tout ça, je touche pas à mon portable. De toute façon, je me fais en famille. Mais quand vous êtes toute seule, vous y êtes tout le temps? Non, tout le temps, non plus. Mais oui, enfin, je pense que j'ai pas regardé. On peut faire le test, mais j'ai pas envie d'aller voir sur le nombre d'heures. Mais oui, je pense que je passe beaucoup de temps sur les écrans, les réseaux sociaux ou pas, mais en tout cas sur les écrans. Après, je pense que effectivement, l'objectif quand on a des enfants aussi, c'est on parlait d'interdire effectivement les écrans aux enfants, mais aussi je pense que c'est beaucoup de comportements à adopter soi-même. C'est-à-dire que si on est soi-même beaucoup sur les écrans, quand bien même on cache l'écran à l'enfant, etc., je pense qu'on abîme énormément la relation avec l'enfant. C'est comme pour la cigarette, tiens, c'est pareil. Je pense que c'est un truc sur lequel on n'en parle pas beaucoup, mais il y a effectivement ce mimétisme qui peut être fait par la suite, quand bien même l'enfant n'a pas été sur les écrans. Thierry Léandre Le Fur, est-ce que aujourd'hui il y a une prise de conscience, et est-ce que cette prise de conscience ça passe par un travail de santé mentale, les psychiatres, les psychologues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut montrer la voie pour sortir de ce piège? Alors, puisque c'est la ministre de l'Éducation qui le fait, je crois qu'il faudra vraiment pousser une éducation numérique, une prévention globale. Là, quand vous parlez des psychiatres, c'est déjà un peu tard, parce qu'ils reçoivent des patients, parfois dans des contextes qui les étonnent, puisqu'ils mettent en place protocole avec les parents, et c'est les parents qui ne respectent pas le protocole de, par exemple, pas d'écran pendant le repas. Donc, vous avez mis le doigt dessus, il faut vraiment une prévention globale qui s'accélère, parce que l'année dernière, il y a eu un rapport enfant-écran qui a fait beaucoup parler. Vous voyez, c'est un peu comme cette loi qui fait parler, qui fait prendre conscience et ouvrir les débats. Merci beaucoup Thierry Léandre Le Fur. Je rappelle que vous êtes expert en comportement numérique et addictif. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Oui, parce qu'à chaque fois c'est super intéressant et on le rappellera parce qu'il y a plein de sujets en fait ça en ce moment, oui. Puis merci Félix Mathieu pour cette info en plus. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio. Vous restez avec nous pour l'œil du Tour de France. C'est tout de suite.
C'est tout de suite, on a entendu la petite musique, donc hop, je prends le pas et la roue, comme on dit en cyclisme, et je vous amène sur la 11e étape du Tour de France, 156 km 800, autour de Toulouse, avec cette terrible côte de Pêche-David qui a vraiment fait des dégâts, mais au-delà de ça, puisqu'il y a eu des échappées aujourd'hui, et à l'issue de cette échappée, c'est un Norvégien qui s'est imposé, Jonas Abrahamsen, devant Mauro Schmid. Avec nous, Pascal Chanteur, notre consultant, qui lui-même fut un très grand coureur du Tour de France. Pascal Chanteur, c'est une étape comme on les a aimées aujourd'hui dans l'arrière-pays toulousain, avec des échappées et tout. Quel spectacle! Ouais, bonjour à toutes et tous. Oui, Frédéric, aujourd'hui, les attaquants, les baroudeurs, comme on dit, ont réussi à prendre la poudre d'escampette pour arriver à Toulouse légèrement détachés, avec une échappée au long cours, dès les premiers kilomètres, une belle échappée où Jonas Abrahamsen a su gérer comme il fallait. On connaissait toutes ses qualités et aujourd'hui il a pu tirer pleinement de toutes ses qualités pour pouvoir l'emporter à Toulouse. Bon, on avait un Français dans cette échappée, Mathieu Burgodeau, hein. Oui, Mathieu Burgodeau qui a lâché prise dans le final à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Très gros forcing, encore une fois, de Mathieu Van Der Poel, qui vient finir sur les talons des deux coureurs échappés. Mais tout sinon, statu quo pour le maillot jaune. Alors justement, le fait marquant à l'arrivée, les grands leaders se sont attaqués dans la dernière côte, là, dont je parlais, Vingegaard, Evenepoel et puis Pogačar. Tout le monde y était, sauf que en redescendant, en arrivant sur Toulouse, chute de Pogačar. Ils l'ont attendu, j'ai l'impression que personne n'a voulu attaquer le champion du monde à terre. Exactement. Ils ont fait preuve d'une solidarité et d'un fair play irréprochable. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose d'ailleurs, mais le fait de s'être relevé dans le final sans dire pour autant qu'ils se sont arrêtés, mais de légèrement ralentir a permis à Pogačar de revenir dans ce groupe et de finir ensemble. C'était la belle histoire de fair play. Merci Pascal. Merci Pascal Chanteur. On vous retrouve demain. Votre voix, elle compte sur Sud Radio. Vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs. Restez avec nous surtout, et puis parce qu'on va entendre la voix des vraies voix dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 18h27 sur Sud Radio. Un petit rappel de nos vraies voix du jour. Nous sommes avec Anne-Lorraine Rousseau, qui est journaliste pour Valeurs Actuelles. Et toujours Thierry Blandinière, PDG de InVivo et président du CAB de Brive. Allez, tout de suite, on rend un hommage à quelqu'un qui était dans ce studio avec nous, une des premières vraies voix. Pendant 6 ans, il a été à nos côtés. Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien dirigeant de Elf, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 81 ans. Il a dirigé plusieurs grandes sociétés publiques françaises comme Rhône Poulenc notamment. Écoutez cet extrait, il était souvent aux côtés de Cécile de Minibus et puis de Philippe David dans Les Vraies Voix tout au long de l'année. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Loïc Le Floch-Prigent est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis en désaccord profond avec la façon de faire. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Nous sommes dans une situation dramatique. C'est pas la peine de dire nous sommes dans une situation dramatique, nous on va attendre 4 mois. On sait ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de dire aux Français on va réfléchir. J'ai l'impression que le président Trump est en train de sombrer d'époque. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Et augmenter les droits de douane, avoir de la réciprocité pour l'augmentation des droits de douane, ça conduit à de l'inflation. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent. Loïc Le Floch-Prigent nous a quittés, donc on pense très fort à sa famille. On n'oublie pas tous ces moments qu'on a vécu avec lui aussi sur ces vraies voix de l'été. Plaisir de le recevoir aussi, tout à fait. Allez, c'est l'heure du tour de table des vraies voix à 18h28. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Alors vous, Anne-Lorraine Rousseau, il y a eu une petite phrase comme ça qui vous a un peu choqué, a priori. Les propos chocs de Sandrine Rousseau. Alors sur les agriculteurs, je pense que ça a marqué tout le monde. Ouais, alors donc, vous aurez noté aucun lien entre Anne-Lorraine Rousseau et Sandrine Rousseau, forcément. A priori, non. Non, justement. C'était vendredi dernier dans une interview accordée aux médias, c'est le nom du média, que Sandrine Rousseau, peut-être très à l'aise parce qu'interviewée par des journalistes acquis à sa cause, a sorti ceci à propos des agriculteurs. Je n'en ai rien à péter de leur rentabilité. Alors pour elle, les revenus de nos agriculteurs seraient même de l'argent sale. Alors j'aimerais adresser quelques mots à Madame Rousseau, qui porte le même nom que moi, mais de loin la même vision des choses. De quel droit se permet-elle d'attaquer ceux qui la nourrissent? De quel droit prend-elle la défense des émeutiers en 2023 en excusant leur pillage sous prétexte de pauvreté? Et s'en prend-elle aujourd'hui à ceux qui ne cassent pas, ne volent pas, mais sont 18% à vivre en dessous du seuil de pauvreté? Alors attention, madame, à ne pas avoir du sang sur les mains. Je rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Ce serait dommage de participer au carnage, parce que nos agriculteurs, eux, ne demandent pas la charité, contrairement à certains de vos électeurs, mais ils demandent à pouvoir vivre de leur travail. Travail qui, je le rappelle, vous permet de vivre vous-même, madame Rousseau. Alors fichons, ou je dirais plutôt fichez la paix à nos agriculteurs, et ne tombez pas dans l'indécence de critiquer leur travail quand le vôtre est depuis toujours d'être abreuvé d'argent public. Alors merci pour ce sujet, Lorraine Rousseau, parce que je vous ai posé une question tout à l'heure, Thierry Blandinière, à laquelle on n'a pas pu répondre. C'est cette fameuse loi du plomb, parce que je pense qu'elle réagit un petit peu là-dessus aussi, Sandrine Rousseau. Je le rappelle, c'est la réintroduction notamment dérogatoire de plusieurs insecticides qui sont interdits depuis plusieurs années en France. Non, mais il faut se rappeler d'où on vient, en fait. Quand on réfléchit à la crise agricole, on l'a peut-être déjà oublié il y a 2 ans, tous les agriculteurs étaient dans la rue pour des raisons tout à fait réelles. C'est appelé des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on mettait des contraintes de plus en plus sur notre monde agricole et on importait de plus en plus d'alimentation qui respectait encore moins les règles environnementales et sociétales. Donc on marchait sur la tête. Donc il faut que les politiques comprennent bien la situation, ils ne soient pas dans les injonctions gratuites de Madame Rousseau et autres, qui sont complètement irresponsables par rapport à la situation d'aujourd'hui. On est dans un monde où la géopolitique est très dure. On voit très bien la guerre qu'il y a par exemple sur les céréales, avec Poutine qui se sert du blé comme une arme en Afrique, contre nous, qui fait que l'Algérie a complètement basculé maintenant avec les Russes alors qu'ils étaient avec nous, donc 6 millions de tonnes de céréales françaises à vendre ailleurs dans le monde. Tout ça, c'est une guerre aujourd'hui, et j'ai l'impression que nous, on est dans notre petite cour de récréation, là, avec nos sacs à sable quelque part, et nos bacs à sable et nos pelles, et que quelque part, on ne voit pas ce qui se passe. La guerre aujourd'hui économique qui est en place, quand on voit les tarifs de Trump, voilà, l'inflation aux États-Unis, tout le monde s'en fout, l'inflation aux États-Unis, ils vont mettre des tarifs. Les électeurs soutiennent Trump. Nous, on aura moins à exporter. Ça va être catastrophique sur la filière viticole, notamment pour les Italiens aussi, les Espagnols. Tout ça, ça va revenir en France ou en Europe. Les prix vont chuter, la grande distribution va en profiter, et ça va paupériser complètement l'agriculture française et européenne. Ça, c'est devant nous. Une fois qu'on a partagé ce constat, il faut réfléchir aux solutions. On est capable, on a une agriculture très forte. On l'a démontré pendant le Covid. Tout le monde était bien content de pouvoir manger dans de bonnes conditions alors qu'on n'était pas capable d'avoir du Doliprane. Donc ça veut dire qu'on a une agriculture forte, puissante, et il faut sûrement capitaliser là-dessus pour continuer à développer et pas la paupériser. On a perdu notre industrie, ne perdons pas notre agriculture. Et juste pour conceptualiser encore plus l'intervention de donc Sandrine Rousseau, c'est que elle, en tant qu'écologiste, elle dit stop aux pesticides. Mais pourquoi cette loi du plomb précise que non? Tout simplement parce que nos agriculteurs ne sont plus à armes égales avec le reste de l'Union européenne qui justement ne respecte pas cette loi. Voilà, Judith. Juste un point là-dessus rapide, c'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes que Emmanuel Macron a mis sur la table à un moment donné, contre d'ailleurs sa politique au départ pour satisfaire Nicolas Hulot, qui était une catastrophe sur la centrale nucléaire, catastrophe aussi sur la compétitivité des filières industrielles et agricoles. Donc maintenant, on a un reset, on va dire une reprogrammation. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière. On revient en arrière pour mieux repartir sur une trajectoire de transition énergétique et environnementale. Je ne vais pas faire trop long, mais ce reset est nécessaire pour réarmer notre agriculture, lui donner des chances d'être compétitive pour réinvestir dans les grandes transitions. Et d'ailleurs, on pourra dire à Madame Rousseau de choisir des mots plus appropriés la prochaine fois, ça serait bien. Alors c'est bien Thierry Blandinard, parce que vous avez la parole, vous la gardez, vous vouliez nous parler de l'impact des tarifs de Trump et justement de la souveraineté de cette agriculture française et européenne. Oui, mais ça fait le lien effectivement avec ça fait le lien complètement. On est en plein dedans. Donc on est dans un monde où la guerre est là, quelque part, la guerre économique, la guerre
politique et puis la vraie guerre quelque part qui est à nos portes. Et donc il faut qu'on soit dans une capacité d'être souverain. La souveraineté, c'est déjà avoir un État qui n'est pas endetté. Donc il faut être désendetté et puis être maître de son budget. Donc c'est pour ça qu'il y a une réforme nécessaire. La souveraineté pour l'agriculture, c'est de continuer à produire, à augmenter le potentiel de production pour pouvoir nourrir sa population, l'Europe et nos partenaires africains qui n'ont pas la chance d'avoir une puissance agricole. Donc il faut aussi voir globalement la souveraineté à l'échelle internationale du rayonnement de la France. Et donc les États-Unis l'ont bien compris. Donc est-ce que vous croyez qu'on est faible? Pas du tout. Nous, au niveau, on est dans le monde entier. On a 49 entre sociétés dans 49 États, des salariés en Ukraine, en Russie, donc on voit très très bien ce qui se passe, on est là de vrais capteurs sur le terrain. Donc on voit bien que nous, la France, on a une image formidable à l'international. Il faut en avoir conscience. Quand on va à l'international, qu'on rencontre différentes populations, on est applaudi parce qu'on apporte toute une histoire sur la filière, sur la gastronomie, et qu'on est capable de valoriser notre savoir-faire français. Et ça, on n'en parle pas assez dans les médias. Ici, il faut arrêter l'agribashing et toujours s'auto-flageller. Il faut utiliser cette crise comme une opportunité pour faire rayonner la France. C'est le projet d'Invivo International que nous menons depuis maintenant quelques années. C'est comme ça qu'on rebondit, on réussit, et quelque part, on apporte des solutions économiques et une grande fierté aussi pour les salariés qui nous accompagnent. Merci. Et alors, juste quand même quelques mots. Bon voilà, on peut laisser l'antenne, mais je voulais juste dire que quand même Trump, il veut faire une surtaxe de 30% sur l'ensemble des produits européens au 1er août. Voilà. Oui, ce qui va évidemment rebattre les cartes. Acté complètement aujourd'hui, les négociations sont en cours, mais effectivement, on est déjà à 10%, je rappelle. Ouais, c'est énorme. Voilà. Allez, dans un instant, votre coup de projecteur concernant le projet de budget Bayrou. Olivier Faure considère que la censure est inévitable. Olivier Faure du PS, dénonçant une dégradation constante liée aux avantages fiscaux sous Emmanuel Macron. Le RN, LFI et donc le PS imposent des lignes rouges qui compliquent le travail du gouvernement. Quand notre ministre de l'économie rappelle que le budget en question reste ouvert à la négociation, tout en soulignant la contrainte d'une dette élevée qui limite les marges de manœuvre. Frédéric. Bon, vous l'avez compris, ça va être tendu à l'Assemblée nationale en octobre prochain. François Bayrou survivra-t-il au débat sur son programme budgétaire? Vous, les auditeurs de Sud Radio, que feriez-vous à la place des députés? Répondez à la question sur le compte X, comme le veulent les oppositions. Faut-il censurer François Bayrou? Faut-il censurer François Bayrou? Vous répondez, je vous donne le résultat dans un instant. A priori, on le connaît déjà, n'est-ce pas? Bon, cher Philippe Ballard, on reçoit Philippe Ballard, qui est député RN de l'Oise, pour parler de cette question. Bonsoir. 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 Alors, Philippe, la question, elle va être simple et claire. Censure ou pas censure? Telle est la question. En l'état actuel de ce que François Bayrou a annoncé hier, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été assez clairs. Oui, ça sent la censure. Voilà, donc il reste que vous voterez, un mois et demi, 2 mois. Bon. Pour que François Bayrou revoie entièrement sa copie. On attend. Voilà. La pression est mise. Voilà, la pression est mise et on attend effectivement. Et puis surtout, restez avec nous, Philippe Ballard. Vous, les auditeurs, vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Aude vous attend, la charmante Aude au standard. Et puis, à tout de suite pour votre coup de projecteur. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Attention, c'est un des temps forts des vraies voix chaque soir. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, est une des vraies voix face à Thierry Blandinière, PDG d'Invivo et président du CAB Brive. Ils sont là tous les deux, mais nous allons avoir en plus un invité pour ce grand débat, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Abordons ce projet de budget 2026 d'un point de vue politique. Olivier Faure affirme que la seule perspective possible est la censure. Il dénonce une dégradation continue de la situation depuis 8 ans, liée selon lui aux cadeaux fiscaux réalisés par Emmanuel Macron. Les lignes rouges tracées par l'opposition, notamment le RN, LFI et le PS, rendent la tâche du Premier ministre difficile. Le ministre de l'économie nuance quant à lui en déclarant que les orientations présentées par François Bayrou ne sont pas fixes et qu'il existe encore des marges de négociation pour ajuster le projet de budget. Éric Lombard rappelle enfin que la France est surendettée après 50 ans de budget déséquilibré, ce qui limite la capacité des politiques publiques. Ça va être tendu à l'Assemblée nationale en octobre prochain. François Bayrou survivra-t-il au débat sur son programme budgétaire? Vous, les auditeurs de Sud Radio, que feriez-vous à la place des députés? Vous êtes très nombreux à répondre sur le compte X de Sud Radio à cette question. Comme le veulent les oppositions, faut-il
censurer François Bayrou? C'est sans équivoque. Judith, vous le sentiez tout à l'heure. 96% 96% disent oui, il faut censurer. Bon, ça va donner des idées à notre invité. Oui, Philippe Ballard, vous êtes député RN de l'Oise et vous aussi, vous voulez censurer? En l'état actuel des annonces de François Bayrou et de ses ministres d'ailleurs, hier, oui, parce que ce sont des vieilles recettes. Enfin, vous rappeliez, vous avez égrené le nombre d'années durant lesquelles notre pays n'a pas été géré ou très mal géré, 45 ans, et François Bayrou hier a repris des vieilles... 50 ans de budget déséquilibré précisément, oui. Oui, c'est Raymond Barre qui avait présenté le dernier budget en l'équilibre, et Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, ce qui ne nous rajeunit pas. C'était d'une paresse intellectuelle, mais remarquable, l'exercice de du Premier ministre hier. On avait l'impression que c'était un petit peu comme, vous savez, une mouche qui est dans un bocal, qui se cogne au mur. Alors, il parlait de gel, il parlait d'impôt, parce que c'est un impôt déguisé, en fait, ce qu'on nous propose quand on gèle les tranches de ce qu'on appelle l'IRPP, de l'impôt sur le revenu. Vous travaillez bien, votre patron vous augmente, eh bien, soit vous rentrez alors que vous ne payez pas avant d'impôt sur le revenu, vous rentrez dans cet impôt sur le revenu, ou alors vous allez payer beaucoup plus puisqu'il y a un gel. Et je vous parle pas des retraités qui sont littéralement tondus. Non, il n'y a aucun effort qui est fait. C'était frappant hier. Aucun effort sur l'immigration. 2 heures. Cette conférence de presse a duré 2 heures et à aucun moment François Bayrou n'a prononcé le mot immigration. Il y a un rapport qui a été rendu public il y a quelques semaines qui nous apprend que l'immigration en France, ça coûte 3,4% du PIB. Un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Il y en a pour quasiment 100 milliards d'euros. Là, il y a des économies à faire. Et dans un tas d'autres, on va présenter, on va faire un contre-budget, vous en faites pas, qu'on présentera à François Bayrou, Monsieur Lombard, le ministre de l'économie, et à Madame Montchanin aussi. Alors, Philippe Ballard, c'était important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez donné le point de vue de votre parti, le Rassemblement national. Maintenant, entrons dans la partie, on va dire, première lecture de cette question. Faut-il censurer François Bayrou? Déjà, vous, Anne-Lorraine Rousseau, il faut bien rappeler le principe, donc c'est-à-dire que ça peut se faire à la rentrée, en octobre, lorsque les députés auront la possibilité de voter. Il faut encore qu'il y ait une motion de censure, mais si on repart pour une motion de censure, on n'a plus de budget, l'État s'effondre, la France s'écroule. On avait déjà le même scénario l'année dernière avec Michel Barnier, donc non, l'État ne s'effondre pas. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'on dit qu'il va s'effondrer, et il ne s'effondre pas. Mais ça reste que c'est anormal et qu'il faudrait éviter chaque année de bloquer au niveau du budget et de ne pas avancer. Après, voilà, moi, la grande question, faut-il censurer, oui ou non, François Bayrou? Moi, la question que j'aimerais poser, c'est pour qui d'autre? Quel gouvernement? Qui va prendre la place de François Bayrou? C'est la question, à mon avis, sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, parce que le budget, c'est une chose. Je pense que s'il veut sauver sa peau, d'après ce que je comprends, il faut qu'il choisisse soit d'être à droite, soit d'être à gauche, et ils ont toujours un peu de mal. Donc, moi, je pense qu'on va y passer par la censure, mais pourquoi et pour qui? Alors, un petit point justement sur les chiffres. Si toutes les forces de gauche soutiennent la censure toutes seules seulement, elles sont pas assez nombreuses pour renverser le gouvernement. Il faut donc les 123 voix du RN, 135 si on ajoute celle des alliés sottistes, donc 192 voix sur les 289 requises pour atteindre la majorité absolue et renverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Blandiner? Est-ce que ça serait catastrophique à ce point-là, ou est-ce que finalement il faudrait peut-être avoir quelqu'un qui tient la barre et qui se fait pas censurer du tout, quoi? La difficulté, c'est qu'on a 2 ans à tenir, que la France tienne debout avec des politiques complètement éclatées jusqu'au présidentiel pour avoir une vraie majorité, avoir une politique claire. Donc à ce moment-là, les Français auront une vraie décision à prendre. Faire un choix, une politique de relance, d'économie, ou une politique d'assistanat, enfin des vrais choix. Je voudrais qu'il y ait des vrais choix au présidentiel. Pas du en même temps. Macron, c'est derrière nous, mais des vrais choix. Une politique libérale, assumée, ou une politique social-démocrate. Voilà. Qu'on recrée 2 grands partis de droite et de gauche, traditionnels ou conservateurs ou progressistes, et qu'on ait le choix. Dans une grande démocratie, il faut revenir à ces grands choix stratégiques et les alternances politiques. Et donc, le en même temps de Macron, qui était peut-être une bonne idée en 2017, s'avère aujourd'hui un échec total, parce qu'elle a déstructuré la société, la dissolution a déstructuré la société, et aujourd'hui on ne sait pas à quoi décider. Et on pose des questions, des sondages, mais les Français ne savent pas répondre, parce que la question est beaucoup plus complexe. Donc il faut analyser la situation, et puis regarder comment on se projette. Alors,
Est-ce qu'il faut dissoudre? Est-ce que le président va redissoudre aussi? Est-ce qu'il va démissionner? Voilà, il pourrait dire, voilà, on recrée un nouvel engouement, on se représente et on travaille avec une France et une majorité. Mais là, quels que soient les premiers ministres qui vont se succéder, le budget ne sera jamais voté pendant 2 ans. Alors, imaginons, dans ce cas de figure, et Philippe Ballard, c'est bien pour ça qu'on vous a invité. Imaginons, motion de censure, quelle est la réaction à ce moment-là du président de la République? On peut imaginer qu'il dissolve l'Assemblée nationale une seconde fois, ou une deuxième fois, parce que peut peut-être amener une troisième, donc seconde, c'est quand il n'y en a plus, après. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous faites, vous, le Rassemblement national, dans ce cas-là? Vous êtes un peu piégé, il y a l'inéligibilité de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une bonne affaire forcément pour vous, non? Alors, Marine Le Pen nous le répète à chaque réunion de groupe le mardi matin et tout au long de la semaine, son cas personnel importe peu. Nous, ce qui nous guide dans nos votes, c'est l'intérêt, notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et français. Mais la motion de censure, vous avez raison, c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça à la légère. Nous avons censuré Michel Barnier l'an passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lignes rouges, nos lignes rouges qui étaient franchies. Concernant notamment les retraités. Alors, Monsieur Bayrou en remet une couche, mais une couche supplémentaire qui va au-delà de ce que Monsieur Barnier avait annoncé l'an passé. Les médicaments, même chose, des remboursements des médicaments, et puis l'explosion de la facture d'électricité qu'on a pu éviter aux Français et aux entreprises, d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à cette censure. Mais oui, la censure, c'est quelque chose, c'est un choix important. Mais c'est pas une bonne opération pour vous, Philippe Ballard? Mais si, parce que s'il y a motion de censure, vous venez de le dire, il pourrait y avoir une dissolution et ça permettrait enfin à la France, puisque tous les sondages nous donnent largement en tête, et l'histoire du Front républicain, je pense que là, les Français ne se feront pas avoir... Jordan Bardella, Premier ministre, donc. C'était ce qui était prévu il y a tout juste 1 an, absolument. Alors nous avons Marine Tondelier qui dit tiens, Anne-Lorraine Rousseau, 7 ans de macronisme, c'est plus 1000 milliards d'euros de dettes et puis la multiplication des cadeaux aux ultra-riches. Et aujourd'hui, qui doit trinquer? Les services publics, la santé, les retraites, les travailleuses et travailleurs et l'écologie, bien sûr. Alors, on sait que vous n'êtes pas forcément du côté de Marine Tondelier, mais est-ce que ça résonne chez vous, ce qu'elle dit? Dans tous les cas, oui, je peux qu'entendre ce qu'elle me dit. Et effectivement, ce qu'elle nous dit, elle a raison. Elle a raison sur ce budget, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. À force de ligne rouge à droite, de ligne rouge à gauche, on a une fenêtre de tir minuscule, et donc le ménage que n'importe quel parti nous promet n'arrive pas. Et en fait, à partir de là, ça n'avance pas. Donc, qui a intérêt à faire quoi? On parlait de voir plus loin, de l'intérêt de la France, mais c'est quoi l'intérêt de la France, en fait, dans tout ça? Parce que, est-ce que il faut laisser aux macronistes l'occasion de faire le ménage avant la présidentielle 2027 pour éviter d'avoir à le faire soi-même? C'est peut-être une solution. Est-ce qu'il faut censurer pour montrer que le chaos, c'est pas nous, c'est les autres? Enfin, il y a beaucoup de politiques politiciennes dans tout ça, et au bout du compte, Marine Tondelier le dit, et j'avoue, je le dis aujourd'hui, je suis d'accord avec elle, et voilà, et c'est toujours les mêmes qui sont plus. Chaque cohabitation historique a donné lieu à un échec pour le camp du Premier ministre qui était avec l'autre président. Alors c'est les années Mitterrand-Chirac, etc., etc. Donc Thierry Blandinière, le constat est clair. Mais à l'époque, dans les cohabitations, le Premier ministre avait une majorité à l'Assemblée, même s'il y a eu après un échec à la présidentielle. Mais là, on est dans une situation ubuesque. Il n'y a pas de majorité possible. Sinon, on sera envoyé la balle pour celui qui... Sauf s'il y a dissolution, et c'est l'objectif. Sauf s'il y a dissolution pour reconstitution, à condition qu'il y ait une majorité, parce qu'on a fait une dissolution il n'y a pas longtemps, et du coup, ça a émietté l'Assemblée. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait des partis qui prennent des responsabilités, voilà, à droite ou à gauche, pour créer un projet politique de long terme et faire adhérer les Français à un projet positif et pas que gérer sur du négatif. Donc, il nous faut des grandes voix politiques, de vraies grandes voix politiques, des gens qui sont capables de fédérer, de faire bouger le monde et pas simplement une politique politicienne qui emmerde tout le monde. Ouais. Philippe Ballard, on a envie de savoir du coup justement si finalement le budget va peut-être passer en 49.3 tout simplement, en fait, cette histoire de budget. C'est ça qui va se passer.
C'est un peu ce qu'a dit Éric Coquerel d'ailleurs. Madame Borne l'a utilisé sur d'autres textes d'abord. Écoutez, nous prendrons nos responsabilités. Encore une fois, si nous avons une seule boussole. Vous savez, moi je me rappelle très bien de la première réunion de groupe qu'on a eue en juillet 2022 avec Marine Le Pen. Elle nous a dit, vous avez qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Voilà, si un texte, d'où qu'il vienne, va dans l'intérêt de la France, vous le votez. Nous votons parfois des textes qui viennent de la Macronie. Parfois, c'est plus rare, mais ça peut arriver, qui viennent de la gauche. Seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Si l'intérêt de la France sera de censurer ce gouvernement pour que ce budget néfaste tel qu'il a été présenté hier, mais dans les grandes lignes, il y a 1 mois et demi pour revoir cette copie, oui, ça sera la censure. Encore une fois, c'est un acte grave, on soupèse tout ce que cela peut impliquer, mais si c'est dans l'intérêt de la France et des Français, oui, on votera la censure. C'est quoi par rapport au plan, Philippe Ballard, juste une dernière question, mais par rapport au plan proposé par François Bayrou, il va y avoir des discussions, il l'a appelé, etc., etc. Vous, la figure imposée par laquelle vous dites sans ça, il y aura censure, c'est quoi ? C'est quasiment 90% de ce qu'il a dit hier. C'est vrai. Donc, il y a un petit peu de boulot. Alors, par-ci, par-là, on peut trouver 2-3 choses qui sont dans notre programme, sans prendre à la faute fiscale, sociale. C'est dans le programme de Marine Le Pen de 2022, c'était dans le programme des législatives. Fermer ces agences, ces opérateurs qui ne servent strictement à rien et qui coûtent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est tout. C'est tout. Puis on n'a pas le détail, entre parenthèses. Non, ce qu'il faut, ce sont des économies structurelles. Il faut réduire le train de vie de l'État. C'est la seule façon de s'en sortir, de pas être piégé par les marchés financiers qui demain, quand on a une dette de 300 milliards d'euros, nous tiendrons à la gorge. J'aurais juste terminé par un chiffre pour que les Français comprennent bien. C'est 100 milliards d'euros le remboursement des intérêts, non pas du capital. En 2027, ça sera le premier poste budgétaire. Donc il faut réagir vite et bien. Thierry Blandiner, très rapidement, vous laisse le mot de la fin. Ouais, c'est gentil, mais je reviens sur la dette. Je pense qu'il faut être endetté, c'est pas un problème dès l'instant où c'est une dette qui finance des investissements, qui crée de la valeur demain. C'est pour ça que les États-Unis, quand ils parlent de dette, c'est sur l'investissement et du coup, ils préparent l'avenir. Donc, ils créent de la richesse potentiellement par l'endettement. Nous, on a une dette qui sert à rembourser des charges improductives. Donc, il faut changer complètement la nature, donc réduire les charges, réorienter la dette pour financer des grands travaux qui génèrent de la croissance demain. Merci. Comme quoi, le pays peut être dirigé comme une entreprise. Voilà. Merci Philippe Ballard. C'est votre point de vue. Mais pas que. Non, c'était le mot de la fin. Vous êtes député RN de l'Oise. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Thierry Blandiner. Vous êtes PDG de InVivo et président du CAB de Brive. C'était un honneur de vous recevoir. Merci Anne-Lorraine Rousseau. Merci beaucoup de votre venue. Vous êtes journaliste chez Valeurs Actuelles. Et puis, il ne faut pas manquer les vraies voix qui respirent, cher Frédéric Brindel. Vous avez des spécialistes du transport de demain qui vous livrent le verdict suite à la grande conférence orchestrée par l'association Mobile Impulse. Ouais, ça va être dans un instant. Ouais, ça va être passionnant. Tout de suite après les chroniques, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet. Allez, ciao, bye bye.